Je peux rester 1 minute. La voix était petite, comme si elle se souvenait encore d'une prudence dont elle ne savait plus se départir. Dans le café, les gouttes de pluie sur la vitrine dessinaient des chemins lents. Une odeur de café noir et de croissant tiède remplissait l'air. Harper poussa la porte, tira la capuche sur ses cheveux et la clochette tinta. Autour d'elle, les conversations se repliaient en fond doux, des rires étouffés, la caisse qui cliquette, le froissement d'un journal. Elle hésitait 1 seconde, regardant la seule table qui restait libre, un petit carré de bois patiné. La serveuse leva la main, l'invita d'un signe. Harper avança en tâtonnant l'équilibre, un pied posé, l'autre prothèse discrète sous son pantalon. Il y avait des regards, pas hostiles, plutôt une curiosité mal cadrée, ce mélange de gêne et d'admiration qu'on offre quand on n'a pas de mots. Harper posa un sac en toile à ses pieds et déroula une feuille blanche avec des lignes de crayon râpeuses et des taches d'encre. Son geste était précis, comme une habitude qui résistait au reste. Un homme se leva pour faire un peu d'espace. Ses mouvements étaient mesurés, sans spectacle. Il portait un manteau sombre, un air de calme qui ne cherchait pas à impressionner. Quand il approcha pour tirer la chaise, Harper haussa à peine les épaules. Elle n'avait pas besoin d'aide, mais l'attention ne lui déplaisait pas. Il plaça la chaise, déplaça la petite table et murmura sans affectation, presque surpris par sa propre douceur. « Tu es magnifique. » Ce n'était pas une ligne de film, ce n'était pas non plus un compliment jeté pour apaiser un malaise, c'était une phrase simple, offerte comme on pose un outil sur une table, neutre et vrai. Harper leva les yeux. Dans ce regard, pas de pitié, seulement un respect qui ne cherchait pas à la définir. Elle répondit avec un demi-sourire, sans donner plus qu'une reconnaissance. Le monde continua à ronronner autour d'eux, et la minute qu'elle avait demandée commençait à s'étirer en quelque chose de plus patient. La fillette dans la phrase du titre n'était pas littérale, mais dans ce matin de pluie, quand Harper demandait sa minute, elle portait une fragilité qui rappelait l'enfance, une vulnérabilité non feinte, un besoin de temps pour reprendre souffle. Et la minute resta. On resta avec elle. La serveuse posa une tasse fumante devant Harper. Le café dégageait une vapeur forte, le lait fouetté dessinant une nuance crème. Harper passa une main par-dessus la surface, comme pour s'assurer que la réalité était bien là. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour d'autres récits qui réchauffent le cœur. Elle s'appelait Harper Lane, elle avait des doigts tachés d'encre et d'une délicate assurance quand il s'agissait de dessiner. Illustratrice freelance, elle travaillait pour des magazines locaux et des commandes silencieuses, des couvertures de livres, des brochures d'associations, des cartes postales. Sa vie était faite de lignes nettes et de marges précises. Le reste, parfois, s'effilochait. La prothèse au bas de sa jambe avait 1 an à peine. Le deuil de ce qui avait été tenait parfois la trajectoire de ses journées, pas comme un ennemi permanent, mais comme une marée qui vient et qui repart, laissant toujours quelques algues sur la plage. Ce matin-là, la salle du Harbour Brew avait une table près de la fenêtre où une petite fille autresse venait de finir un grand dessin d'un arbre bariolé. C'était Olive, 5 ans, avec des joues rondes et une façon de s'asseoir qui occupait l'espace comme si elle l'avait toujours habité. Olive connaissait Harper des visites précédentes. Elle était la cliente qui riait fort, qui coloriait tout le menu et qui, un jour, avait appelé Harper « Madame Artiste ». Olive se leva et, sans plus de cérémonie que si c'était la chose la plus naturelle du monde, elle courut vers Harper et posa doucement ses petites mains sur ses genoux. Harper eut un sursaut, puis se détendit. Olive grimpa sur une chaise, puis glissa en vrillant un genou sur les genoux d'Harper. Le geste était anodin, spontané, et pourtant il déroulait une corde sensible. La proximité ne faisait pas peur à l'enfant. Harper sourit vraiment, un sourire qui venait du bas, de la reconnaissance d'une confiance offerte sans calcul. Elle tendit la main vers le carnet et montra un dessin, un arbre à moitié dessiné, une branche coupée, comme une cicatrice jolie. Olive claqua des doigts et dit que la branche devait devenir un toboggan. Harper ricana. Dans sa tête, la branche manquante avait déjà une poésie qui lui parlait. L'homme du manteau, Adrien Cole, resta un peu en retrait, sirotant son expresso, regardant la scène avec une attention mesurée. PDG de Coltech, il était habitué aux projecteurs et aux discours calibrés, mais ici, dans ce petit café, sans caméra, sans pâle déclaration, il laissait ses gestes parler. Chaque fois que Harper relevait la tête pour un contact visuel, il avait l'air de demander silencieusement la permission d'être simplement présent. Ce respect, plus que ses ressources, fut le commencement de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne s'attendait à nommer. Ils parlèrent peu ce matin-là. Harper raconta, à demi-mot, qu'elle revenait depuis peu. La prothèse avait nécessité un apprentissage de pas qui la rendait médium avec son corps. Adrien parla, sans grande phrase, de son intérêt pour l'art dans les espaces publics.
Il mentionnait Art for Impact comme on mentionne un projet qu'on voudrait voir exister. Une initiative pour introduire l'art dans des lieux où l'on ne l'attend pas. Hôpitaux, centres de soins, couloirs d'attente. Pas un coup de communication, dit-il, mais une volonté de faire se lever des images pour ceux qui n'en ont pas souvent. Harper écoutait, sceptique à la manière dont on est sceptique face aux promesses bien formulées. Elle savait que l'argent ne mariait pas toujours avec compréhension. « Je veux faire quelque chose qui parle aux gens », dit Adrien en regardant le carnet. « Pas seulement des logos, vraiment des images qui tiennent la main. » Harper toucha le papier, frotta son pouce sur une esquisse, et pour la première fois, celle-là fut admirée pour ce qu'elle contenait. Non pas la douleur, non pas la leçon d'un corps qui s'était adapté, mais une manière singulière de voir le monde. Il y avait dans ces dessins des menus détails, des fenêtres mal fermées, des oiseaux aux ailes rabougries, des tasses de café renversées, qui racontaient la vie quotidienne comme un sanctuaire. Adrien écouta sans gesticuler. Quand il quitta le café, il paya sans éclat, laissa un pourboire discret et ressortit dans la pluie comme quelqu'un qui garde un secret léger. Les jours suivants furent une suite de petites constances. Harper revint au Harbor Brew, tenant son carnet comme un talisman. Olive s'invitait sans frapper, posant des feuilles de coloriage que Harper annotait d'un trait doux. Adrien passa parfois, assez souvent pour que sa présence cesse d'être exceptionnelle, jamais au point d'étouffer. Il déplaçait des tables, il ajustait sans nous un siège pour faciliter l'accès, glissant à gestes sans parole qui disaient « Je t'ai vu ». Ce n'était pas un sauvetage, c'était une attention répétée. Harper mesurait cela avec la méfiance d'une personne qui avait appris à reconnaître la performativité. Une amitié naissait, faite de temps et de petits gestes. Adrien invita Harper à une réunion informelle autour d'Art for Impact, pas pour la recruter sous le projecteur, mais pour l'entendre. Il voulait qu'elle, en tant qu'artiste avec une pratique déjà existante, puisse donner une voix au projet. Elle accepta parce qu'on lui demandait d'être elle-même et qu'on lui offrait de la considération professionnelle. Il eut des rencontres dans un bureau qui n'avait rien d'un trône, une salle à table simple, un tableau blanc avec des griffonnages, des tasses identiques. On parla de budget, de logistique, d'équipes cliniciennes à consulter. Adrien introduisait Harper à des personnes sans farfare. Il n'utilisait pas sa position pour l'éblouir, il l'utilisait pour réduire les barrages. Dans son studio, Harper travaillait avec une concentration qui laissait peu de place au bavardage. Des lampes basses éclairaient ses esquisses, des carnets s'empilaient. Elle travaillait pour des enfants hospitalisés, pour des couloirs d'attente, transformant l'arbre à branches manquantes en motif de résilience, un thème récurrent dans ses compositions. On voyait dans ses dessins l'idée qu'une absence pouvait être lieu d'invention. La branche manquante devenait nichoir, toboggan, perchoir à rêve. Adrien, quand il visita son studio, s'agenouilla presque pour regarder ses dessins à hauteur d'œil. Il n'y avait pas d'éblouissement princier, seulement un intérêt appliqué. Il demandait des détails professionnels, des choix de palette. Comment on penserait une œuvre pour un couloir d'hôpital, où les yeux sont fatigués? Ton usage des pastels, dit-il, les jaunes comme petits soleils, ils fonctionnent. Ils ne crient pas, ils chauffent, c'est rare. Harper répondit comme on répond quand on accepte une vérité neutre. Merci. Elle n'était pas surprise que quelqu'un remarque son vocabulaire chromatique. Ce qui l'a surpris fut la constance d'Adrien. Il revenait, parfois discret, parfois avec des propositions. Un entretien avec une coordonnatrice d'hôpital, une rencontre avec une association parentale. Jamais il ne parlait d'argent comme d'une panacée. Il parlait de mise en visibilité, de création d'espaces où l'on pourrait respirer autrement. Harper accepta une première mission de consultation, bien payée, qui lui permit de travailler pour un projet pilote dans un service pédiatrique. Elle y mit son arbre, et la branche manquante fut peinte en arc doux, accueillant. Pendant ce temps, la rumeur glissait comme une ombre pour qui voulait la voir. Dans les cafés, dans des bureaux vitrés, on chuchotait parfois sur les rencontres du PDG. Les réseaux sociaux, affamés de récits faciles, commencèrent à remarquer qu'un directeur parlait d'art. Une photo, prise du côté d'une fenêtre, montrait Harper penché sur sa feuille, Olive sur ses genoux et Adrien de profil. Le cliché circula sans être commenté. Ceux qui regardaient y lisaient ce qu'ils voulaient, l'acte charitable d'un homme puissant, la star d'une société qui soutient l'art. Harper, qui n'aimait pas grand-chose du battage, ne mesurait pas tout de suite l'ampleur. Elle avait entendu parler de Savannah River, ex-compagne d'Adrien et figure médiatique toujours friande de récits personnels. Savannah aimait réapparaître là où l'on offrait du spectacle. Harper gardait à distance ces bruits. Elle avait déjà fait le tri des regards, savait lire l'intention derrière un geste. Pourtant, quelque chose de plus subtil se tramait. Un après-midi, Harper trouva un petit tabouret en bois, posé sur le paillasson de son immeuble. Il était rustique, le bois poli par des mains qui avaient aimé l'objet. Sur le plateau, une petite note au stylo. Pour t'asseoir sans gêne. Aucun nom, aucune signature. Harper toucha le bois. Il y avait une présence dans ce cadeau qui n'exigeait pas de reconnaissance. Elle le glissa sur le balcon, le posa dans son atelier comme une prothèse sociale.
Il rendait possible la présence sans spectacle. Elle pensa à Adrien, qui d'autre saurait où elle vivait, qui d'autre se montrerait aussi attentif et discret, mais n'en fit pas de mots. Le tabouret resta un objet singulier, une manière de dire « je prends en compte ton confort ». Olive, qui aimait s'installer sur le tabouret comme s'il était un trône, décora la chaise d'un autocollant en forme de soleil. Le geste enfantin fit rire Harper. Cela cimenta une habitude. Plusieurs fois par semaine, elles se retrouvèrent au café, puis pour des promenades au port. Les quais, pleins de bois humide et d'air salé, devinrent le lieu des confidences. Harper montra à Adrien des carnets d'ébauche sur le rebord d'un banc. Elle expliqua comment elle pensait à un mural pour une salle d'attente, des formes qui apprivoisent, des chemins de couleurs qui invitent à la rêverie. Adrien écoutait, rarement pressé de parler. Quand il le faisait de façon à faire grandir l'idée plutôt que son image. Il proposa de réunir une équipe de designers, de traducteurs d'espace, pas pour s'imposer, mais pour faciliter l'émergence d'une voix. Harper accepta de diriger la vision artistique, non par besoin d'un titre, mais parce qu'on lui offrait de la responsabilité professionnelle. Elle devint peu à peu non l'objet d'une opération de communication, mais l'auteur d'un projet. Pourtant, la société a une façon de réduire rapidement les récits à de simples étiquettes. Les conversations se fragilisèrent. Un mail à Dodin, destiné à confirmer des dates, arriva avec une copie cachée dont le sujet parlait de retombées médias. Un membre de l'équipe, par maladresse, évoqua Savannah lors d'un rendez-vous préparatoire. Si Savannah remonte le fil, on devra clarifier la position d'Adrien. Le nom fut prononcé comme on appelle un fantôme que l'on sait dangereux. Les mots glissèrent vers Harper par une porte entr'ouverte de bureau, un rire étouffé. Elle n'aimait pas ces phrases. Elle possédait un goût d'instrumentalisation. Ce fut la première fissure. Harper pensa à la manière dont des existences deviennent des panneaux publicitaires, quand les bons pouvoirs s'en mêlent. Elle se rappela la note laissée sur son tabouret. Il y avait là un geste qui ne demandait rien. Ses mails et ses réunions, eux, demandaient de l'air et de la visibilité en échange. Harper n'était pas dupe. La logique du monde public, médiatisé, avait ses propres mécanismes. Elle commença à mesurer la distance entre la constance qu'elle vivait au quotidien et la narration qui se formait ailleurs. Un soir, alors qu'elle passait devant l'entrée de Coltec pour déposer des documents, elle entendit, pas prévu, pas cherché, une conversation qui n'aurait pas dû l'atteindre. Elle s'était arrêtée près de la porte vitrée pour serrer une enveloppe. À l'intérieur, on discutait d'un angle d'image pour une conférence. Savannah était mentionnée, non pas comme une personne, mais comme un levier possible. Si on gère Savannah, on contrôle la narration. Harper sentit un froid. Le mot « contrôle » tombait comme une dalle. Elle recula comme si on venait de toucher une plaie mal cicatrisée. Elle quitta vite l'endroit, le cœur soudain battant plus fort. La pluie, qui jusque-là semblait compagne, devint rideau. Dans la rue, les passants se hâtaient. Harper respira, essayant de remettre du sens dans la suite du monde. Avait-elle été, sans le savoir, absorbée dans une histoire qui n'était pas la sienne? Les gestes d'Adrien n'étaient-ils que des prétextes pour une mise en scène? Son esprit fit le catalogue des instants, le tabouret sur son pas de porte, les réunions modestes, Olive collant un soleil sur le bois, tout se confondait. Elle chercha à revenir sur les preuves matérielles de la sincérité, les courriels où Adrien demandait son avis, ses visites impromptues, sa présence au port, mais le doute s'était installé, petit et persistant. Elle referma la porte de son immeuble avec plus de violence que nécessaire et s'appuya un instant contre le bois. Son pouls cognait. Harper s'assit alors sur son propre tabouret, celui que quelqu'un lui avait donné, et regarda le carnet ouvert sur ses genoux. La feuille montrait l'arbre, à l'encre. Elle claqua le stylo entre ses doigts, comme si le geste pouvait effacer la rumeur. Olive, depuis sa chambre au rez-de-chaussée, tambourina la porte en criant qu'elle voulait un biscuit. Harper resta silencieuse. La note sur le tabouret, la petite phrase laissée comme une offrande, le mur de mail résonnaient ensemble. Elle n'avait pas de réponse. La nuit suivante, Harper passa des heures à regarder ses dessins. Elle chercha la vérité dans les traits, comme on scrute un visage familier pour y retrouver un sourire perdu. L'arbre de sa page semblait lui parler. La branche manquante n'était ni perte ni don, pensait-elle, mais une invitation. Elle se demandait si autoriser quelqu'un à rester une minute ne signifiait pas autre chose. Accorder à l'étranger la permission d'être simplement humain en votre présence, sans réclamer de récit en échange. Pour Adrien, la relation avait des gestes simples, mais réels. Le matin, avant ses réunions, il se demandait comment inclure Harper sans en faire une icône. Il possédait des moyens, mais pas la naïveté d'un homme qui croit que l'argent efface les maladresses. Ce qu'il désirait, souvent en silence, c'était voir le projet prendre forme avec la voix de Harper. Il était fatigué des discours qui ne disaient rien. Il avait, en approchant d'elle, voulu autre chose, entendre un vrai point de vue, sentir une expertise qui vient de l'art même, non d'une stratégie.
Malgré tout, il n'était pas insensible au regard public. Lorsqu'un cliché était monté en ligne, il reçut des messages, des tweets, des commentaires qui lisaient la scène comme un geste philanthropique performatif. Certains parlaient de gestes calculés, d'autres l'acclamaient. Adrien, qui connaissait les rouages, fit alors une chose étrange. Il arrêta de répondre aux coups médiatiques. Il préférait laisser les actes parler et continuer à appuyer le travail. Mais ces silences aussi ont une voix qui peut être mal interprétée. Une semaine après le tabouret, il y eut une réunion au siège de Coltech où l'on devait valider le calendrier du projet. Harper y fut invitée comme conseillère principale. Elle entra dans une salle moderne, à la table longue. Des verres d'eau, des notes bien alignées, des visages qui portaient des badges. Elle expliqua sa vision en termes simples. Comment une palette pouvait calmer, comment des formes naïves pouvaient être accueillantes dans un lieu où l'on attend, parfois longtemps. Les interlocuteurs posèrent des questions techniques, des considérations de délai. Personne ne sembla s'arrêter sur la personne qu'elle était, et c'était peut-être précisément le mieux. On la traita comme une professionnelle. Adrien la regarda avec une tendresse contenue, fier de la voir dire des choses que lui n'aurait pas su dire. Le soir même, Harper rentra chez elle éreintée et satisfaite. Le tabouret était toujours là, fidèle sur son pas. Elle posa sa main sur le bois et sentit que la ville pouvait parfois être douce. Mais la douce même ville, le lendemain, la mordit. Un message viral, une capture d'écran d'un commentaire vicieux. Le PDG fait sa bonne action, encore une fois. La nuance cédait face au bouton de partage. Harper sentit sa place vaciller, comme si elle était un objet que l'on exhibait. Elle avait demandé 1 minute, elle se retrouvait, dans le récit public, comme un symbole. Le doute grandit. Elle commença à relire ses interactions, à mesurer les silences. Est-ce que ce qu'elle voulait, être entendue, avoir son art reconnu, créer des espaces où l'on respire mieux, pouvait survivre au projecteur? Et au-dessus de tout, elle se demandait si Adrien lui-même comprenait ce que signifiait véritablement sa présence. Elle n'avait pas de réponse nette, mais elle avait la mémoire des gestes. Le tabouret, Olive qui collait un soleil, la tasse qu'on pose sans qu'on la demande. Ce mélange de preuves et de rumeurs la laissa dans une attente active, guetter la sincérité dans l'évidence des jours. Le matin où elle surprit la conversation, sa décision fut sans éclat. S'éloigner, prendre de la distance, se protéger. Elle ne voulait pas qu'on la transforme en icône sans voix. Elle referma sa porte, prit un manteau et partit marcher sans projet, laissant derrière elle les couleurs des murs qu'elle avait faits, les accents pastels qui l'avaient soutenue. Lesquels accueillir, gris mais honnêtes. Les vagues, comme si elle comprenait la nécessité de tout remettre à plat, vinssent taper doucement les pilotis. Elle pensa à Olive, à la petite qui croyait que la branche manquante pouvait être un toboggan. Harper sourit malgré elle. Les images d'une vie possible se superposaient au doute. Si l'on pouvait transformer une absence en jeu, peut-être que la rumeur n'était qu'un obstacle passager. Mais elle ne pouvait ignorer la sensation d'avoir été, peut-être projetée dans un récit qui ne correspondait pas à son vécu. Ce soir-là, elle resta assise longtemps au port, regardant les lumières qui se reflétaient sur l'eau. Elle sortit son carnet, dessina un arbre, invité par la nuit, épaissit les contours d'une branche manquante. Les traits étaient lents, précis, et chaque coup de crayon était une manière de reprendre la parole. Elle n'avait pas encore choisi qui elle serait dans l'histoire qui se nouait autour d'elle. Elle savait seulement qu'elle ne céderait pas à une définition faite par d'autres. Pendant ce temps, ailleurs, Adrien s'interrogeait. Il avait appris qu'on ne pouvait pas réparer un doute en versant un seul billet ou en écrivant un communiqué. Ce qu'il pouvait faire, il le ferait. Attendre patiemment, laisser du temps, affirmé par la présence. Il aurait voulu crier que ce qu'il ressentait n'était pas le spectacle d'un PDG choisissant la bonne photo, mais une admiration qui avait grandi à force de petites choses. Il pensa à la phrase qu'il avait dite, la première fois, presque sans y réfléchir. « Tu es magnifique ». Ce mot, simple et maladroit, venait souvent le hanter. Il se demandait si elle l'avait reçu comme il l'avait voulu, un constat respectueux, et non une réduction. La nuit tomba, épaisse. Harper rentra, posa ses affaires et regarda la fenêtre. Le tabouret sur son palier la regardait aussi, comme un témoin silencieux. Elle avait demandé 1 minute, elle en avait eu des centaines. La question était maintenant de savoir si ces minutes suffiraient à tisser un récit qui lui appartiendrait. Elle ferma les yeux sur l'arbre dessiné, et le murmure de la ville entonna une rumeur qu'elle ne savait pas encore comment défier. Le lendemain, une main qui ne cherchait pas à l'exposer frappa à sa porte. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la conversation qu'elle entendit, par mégarde, s'éleva dans le hall de l'immeuble. Une voix connue, celle d'une chargée de com, mentionnant Savannah avec des syllabes triées, des stratégies, des mots qui pesaient. Harper tendit l'oreille, puis se recula.
Elle comprit que la scène publique se préparait, que quelqu'un, peut-être sans malice, essayait de contrôler la narration. La certitude douloureuse qu'elle n'avait pas envie d'être le fruit d'une mise en scène la poussait à agir. Elle prit son manteau, sans hésiter, s'apprêtant à rejoindre le café pour clarifier, affronter ou simplement disparaître. La pluie, qui avait accompagné leurs premières minutes ensemble, tambourina contre la vitre. Harper ferma la porte derrière elle, tenant l'enveloppe qui contenait les plans du mural. Elle n'avait pas encore fait son choix sur ce qu'elle ferait ensuite. Mais une chose resta claire. Elle ne laisserait pas son histoire être écrite sans sa parole. Harper referma la porte derrière elle, la respiration encore un peu courte. La pluie battait comme un tambour familier. Elle traversa la rue en passant par la vitrine embuée du Harbour Brew, où l'on voyait des silhouettes qui buvaient et parlaient comme si le monde dehors n'était qu'un bruit lointain. Elle entra sans frapper, tenant serrée contre elle l'enveloppe où le plan du mural avait été glissé. Olive leva la tête, ses yeux brillants comme des billes. Elle se rassit aussitôt quand elle vit le visage fermé de Harper, comme si elle avait deviné la nécessité d'attendre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Olive d'une voix qui laissait peu de place aux euphémismes. Harper posa l'enveloppe sur la table, ses doigts tachés d'encre laissant des empreintes légères sur le papier. Elle s'appuya un instant sur le dossier de la chaise, cherchant les mots. Les mots ne vinrent pas tout de suite, elle choisit plutôt de montrer, de laisser le geste expliquer. Elle sortit son carnet, tourna une page et pointa la note de l'email. Olive la lut à voix haute avec le sérieux d'un enfant qui imite l'adulte. Si on gère Savannah, on contrôle la narration. La petite fronça les sourcils, comme si les mots portaient un goût amer. « C'est pas gentil. Personne ne doit te contrôler, » dit-elle avec la foi simple des 5 ans. Harper sourit malgré elle. Le soulagement vint d'abord sous la forme d'un rire retenu. La simplicité d'Olive était un contre-coup salvateur. Là où le monde compliquait tout, la fille de 5 ans restait immuable. Harper sentit une détermination se former, lente et nette. Elle ne laisserait pas quelqu'un d'autre faire sa voix disparaître sous des discours fabriqués. Elle demanda qu'on la laisse seule quelque temps, puis, après avoir respiré, elle prit son téléphone et écrivait à Adrien une phrase courte, sans accusation, sans supplication. « On peut parler ? Pas ici. » Elle l'envoya et laissa la bulle bleue flotter. Adrien répondit presque aussitôt, sobre. « Je viens au café. » C'était suffisant. Il n'y eut pas de démonstration grandiloquente, seulement une promesse de rencontrer la réalité, face à face. Quand il entra, il n'y eut ni projecteur ni caméra. Il salua Olive d'un signe discret et s'assit en face d'Harper. Il avait le visage fermé, mais pas comme quelqu'un qui se protège, plutôt comme quelqu'un qui s'était tenu devant un miroir et qui savait qu'il devait répondre à une vérité. Il posa ses mains à plat sur la table, comme pour montrer qu'il n'avait rien à cacher. « Je sais que tu as entendu des choses, » dit-il sans précipitation. « Je sais que la manière dont les choses se racontent peut te faire sentir instrumentalisé. Je ne veux pas que tu le sois. » Harper le regarda longuement. Les interrogations étaient dans ses yeux. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi lui ? Elle n'attendait pas des discours, mais des preuves. Adrien le savait et ne proposait pas de grandes promesses. Au lieu de cela, il raconta des éléments concrets de sa vie professionnelle, des réunions qu'il avait tenues pour que le projet soit mené par les équipes cliniques, des personnes qu'il avait contactées parce qu'il croyait à la nécessité d'une parole artistique réelle dans ces espaces. Il parla aussi d'un geste plus intime, le tabouret sur son pas de porte. Je suis allé le chercher parce que je me souvenais que tu disais parfois que les meilleures choses sont celles qui ne demandent rien en retour. J'ai pensé que si je pouvais te rendre la présence plus simple, je devais le faire. Je voulais que ce soit utile, pas spectaculaire. Je suis désolé si cela t'a semblé intrusif. Il n'attendait pas d'applaudissements. Harper entendit la sincérité dans la manière dont il nommait ses maladresses. Il n'avait pas cherché la mise en scène. Il avait cherché la bonne façon d'être utile. Mais la société avait son propre réflexe, transformer la bonne volonté en produit consommable. Harper connaissait cette mécanique. Elle avait vu ses dessins se prêter parfois à des lectures qui n'étaient pas les siennes. « Comment prouver que tu veux ma parole et pas ma silhouette sur une photo ?» demanda-t-elle, le ton rauque d'un désir de clarté plus que d'accusation. Adrien inclina la tête, réfléchit, puis proposa quelque chose de simple et de fort. Un accord public. Pas un communiqué lisse, pas un article arrangé. Une réunion publique où il laisserait Harper parler en première personne, sur scène, devant l'équipe de Coltech et devant des représentants du monde médical, sans intermédiaire. Une assemblée où il demanderait expressément que ces mots ne servent pas de cache. Harper sentit l'humanité de l'offre. Il lui demandait la possibilité d'être entendue, pas seulement regardée. Elle accepta, mais demanda une condition, qu'elle puisse intervenir avant toute personne de l'équipe de communication et que des représentants associatifs soient présents pour garantir que le discours ne serait pas reformaté. Adrien se leva, posa sa main sur la table et la serra comme on scelle une promesse silencieuse. « D'accord, dit-il simplement. Et si je n'écoute pas ?
Dis-le. Je veux être corrigé. La semaine suivante, la grande salle du siège de Coltec fut pleine d'un silence qui n'était pas tout à fait solennel, mais attentif. Journalistes, investisseurs, responsables d'hôpitaux et quelques parents s'étaient déplacés. Il y avait des projecteurs, bien sûr, parce que le monde d'aujourd'hui capte tout. Mais ceux qui vinrent n'y cherchèrent pas un spectacle. Harper entra, vêtue comme elle l'avait choisi, des vêtements simples, sans effet, portant son carnet comme on porte une identité. Elle inspira, sentit la fibre du bois du tabouret contre ses paumes, puis prit la parole. On aurait dit qu'elle transformait le bois en voix. Elle parla sans s'excuser de qui elle était. Elle parla du deuil, de l'apprentissage, mais surtout de l'art comme lieu de réparation, non comme pansement pour des images. Elle expliqua sa vision du mural pédiatrique, comment les couleurs seraient des petites lampes, comment les formes permettraient à des enfants de trouver un coin pour penser à autre chose que leur douleur. Elle ne fit ni plainte ni sermon. Elle parla comme une professionnelle qui donne des indications pratiques à des personnes qui veulent aider autrement. Puis Savannah intervint. Elle avait ce ton froid et calibré qui va droit au cœur des affaires publiques. Elle répondit dans un sourire contrôlé, évoquant la philanthropie comme une manne bénéfique, parlant d'impact médiatique et d'engagement visible. Sa présence fut celle d'une main qui tente de reprendre le fil d'un récit. Nous saluons l'initiative d'Art for Impact et nous sommes heureux de voir les directions qu'elle prend. Sa voix glissait vers la narration qu'on voyait souvent naître, la générosité mise en vitrine. Il y eut un murmure, presque imperceptible dans la salle. Harper sentit une légère crispation, comme si une main invisible cherchait à lui arracher le micro. Adrien resta calme, les mains jointes. Il se leva alors, sans solennité, et dit une chose que personne n'attendait. « Savannah, si je peux me permettre, je voudrais être clair. Je n'ai jamais voulu faire de ce projet une scène pour racheter quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est porter la parole de ceux qui connaissent ces espaces mieux que moi. Et il y a autre chose que je dois dire, parce que la vérité est parfois réduite au silence par le bruit. Je suis amoureux d'une femme qui a demandé « Je peux rester une minute ?» et qui, à force de petite constance, m'a appris ce que veut dire écouter. La phrase tomba dans la salle comme une petite pierre dans un lac. Elle fit des cercles, mais ne fit pas de vagues bruyantes. Adrien prononça les mots sans grand geste, sans mise en scène. Il ne criait pas l'amour comme un trophée. Il le nommait pour rendre visible le fait que sa relation avec Harper ne sonnait pas comme une opération de com. Il la plaça sous la forme d'un souvenir, d'un refus du spectacle. Il plaça la minute, cette toute petite mesure de temps, au centre de la narration. Elle avait été le commencement intime, et continuer ainsi, par la constance, signifiait tout. La réaction fut d'abord silencieuse, puis confuse, ensuite respectueuse. Il y eut quelques applaudissements mesurés. Certains regardèrent Savannah, d'autres regardèrent Harper qui avait le visage pâle mais ouvert. Elle sentit la main d'Adrien se poser sur le rebord de la table et ne la retira pas. Le geste était discret, protecteur sans être possessif. Les images de la réunion, comme tout maintenant, circulèrent. Les commentaires allèrent de l'étonnement à la critique, parfois acerbe. Mais quelque chose dans la manière dont Adrien avait parlé brisa la narration facile. Plus qu'un démenti public, il avait dit qu'il existait une vie quotidienne qui ne se réduisait pas au battage médiatique. Ils avaient une histoire, faite de petites choses privées, et ils ne voulaient pas la transformer en produit. Ce choix modeste éclaira différemment les échanges publics. Certains journalistes cherchèrent le sensationnel, d'autres choisirent d'écouter la suite. Pour Harper, la déclaration fut un moment étrange. Elle n'aimait pas voir sa vie privée exposée, mais la reconnaissance avait une portée réelle. Elle sentit que l'usage de son art ne serait pas simplement ornemental. Les engagements concrets annoncés ce jour-là comprenaient la formation d'un comité où des artistes, des soignants et des familles parleraient ensemble, ainsi que des fonds dédiés non pas à la mise en valeur d'une image, mais à la logistique pour rendre possible des interventions artistiques régulières. Adrien annonçait aussi la mise en place d'un processus transparent de sélection pour les œuvres et un budget consacré à l'accessibilité des espaces, sans jamais présenter cela comme une panacée. Il accepta, publiquement, la responsabilité de permettre que la parole des concernés tienne la première place. Malgré cela, la route vers la confiance fut longue. Harper restait prudente, elle n'abaissait pas ses défenses sur un simple discours. Elle exigea et obtint que des protocoles existants laissent de la place aux suggestions sur le terrain. Elle participait activement aux réunions, corrigeait des couleurs, proposait des formes, demandant parfois aux cliniciens si tel motif pourrait être trop stimulant, ou à un parent s'il savait comment une image pouvait être rassurante dans la nuit. Les semaines suivantes furent de labeur intense mais salutaire. Esquisses, prototypes, tests de palette sur petits panneaux, discussions avec des infirmières pédiatriques et des psychologues. Harper travailla aux côtés d'équipes, apprit à traduire ces images en format qui résistent à l'usure et qui peuvent être nettoyées sans perdre leur âme. Elle accepta une équipe réduite mais fidèle, Olive peignant des détails enfantins sous sa supervision, un menuisier local coupant des cadres arrondis, une coordonnatrice hospitalière veillant à la sécurité. Au fond, c'était un travail d'artisan et de dialogue, pas une grande mise en scène. Le jour de l'inauguration du mural dans le service pédiatrique, Harper était seule à hauteur des enfants.
Elle avait demandé qu'il n'y ait pas de discours officiel à la télévision, que la découverte se fasse en douceur, en petits groupes. Les murs avaient été peints de tons chauds, jaune doux comme du pain levé, bleu apaisant, et la branche montante, le motif récurrent, avait été transformée en un théâtre miniature où des silhouettes pouvaient s'asseoir. Imaginez un toboggan, un refuge mystérieux. Les parents pleuraient doucement, non pas d'émotion ostentatoire, mais de reconnaissance. Un soignant l'approcha, tenant la main d'un petit garçon qui avait un masque nasal. Il n'a pas arrêté de sourire. Il a pointé la branche et a dit que c'était sa branche qui était magique. Le récit était simple, et il rendait visible le sens du travail. Harper réalisa à ce moment qu'elle ne voulait plus que son art serve seulement d'objet contemplatif. Elle voulait qu'il fonctionne comme un outil d'apaisement. Elle y plaça une petite plaque, discrète, qui expliquait que l'œuvre avait été conçue en collaboration avec des artistes, des cliniciens et des familles. Rien n'était signé comme un trophée, la paternité collective primait. Cela apaisa ses démons de l'exposition. La vie avec Adrien évolua de la même façon, lente, avec des ajustements. Il n'y eut pas de grands cadeaux ni de gestes ostentatoires, sauf le tabouret, qui finit par ne plus être seulement un objet qu'on trouvait sur le palier. Un matin, Harper trouva près de la porte du café une petite plaque en métal scellée sur le dessous du tabouret. « Pour que tu puisses rester ». Pas de signature, mais le dessin d'un petit soleil gravé, l'autocollant de livre produit en miniature. Elle sut alors que l'anonymat n'était pas fin. Adrien n'avait pas voulu laisser son nom collé au confort qu'il offrait. Il avait préféré que le geste parle de lui-même. Quand il lui raconta plus tard qu'il avait passé une matinée entière à visiter des antiquaires pour trouver ce tabouret modeste, Harper trouva dans la volonté un mélange de maladresse et d'attachement, une manière d'être présent qui n'écrasait pas. Il y eut des jours de répit, des promenades au port, où l'on marchait côte à côte, la pluie désormais comme un refrain familier plutôt qu'un rideau menaçant. Olive continuait d'être l'aiguillon, posant des questions franches et envoyant parfois des dessins par la poste à l'adresse du siège de Coltec, où ils arrivaient parfois au milieu d'un dossier ennuyeux pour surprendre un collaborateur rigide. Buster, le chien, devint un ami des rencontres. Il s'asseyait au quai d'Harper, silencieux et approbateur, comme un petit juge canin de la normalité. Si la rumeur avait un pouvoir, il fut finalement atténué par l'évidence du travail réalisé, la constance des gestes, la qualité des interventions, la voix des familles. Les réseaux sociaux, capricieux comme toujours, virent des vagues, mais aussi des contre-vagues, des témoignages de parents qui disaient que l'œuvre avait changé l'attitude de leur enfant pendant un examen, des photographies d'un enfant qui pointait la branche manquante en riant. L'histoire se complexifiait, la narration n'était plus écrite par une seule plume. Pourtant, il fallut une scène intime, modeste, pour sceller ce qui s'était établi entre Harper et Adrien. Il revint au Harbor Brew un soir de clair-obscur. Le café était presque vide, la musique feutrée, la lumière des lampes tombant en nappe chaude. Harper avait apporté son carnet, Adrien son manteau froissé par la pluie. Olive dormait chez une voisine, et Buster allait se coucher sous une table et mit un petit ronflement. Ils prirent place à la table près de la fenêtre, la même où tout avait commencé. Adrien sortit une chaise supplémentaire et la glissa sans bruit, comme il l'avait fait la première fois. Il ne fit pas de grand discours. Il regarda Harper avec une douceur qui n'était pas une demande d'approbation, mais une invitation à partager un futur possible. « Tu te souviens de ta première question ?» dit-il d'une voix basse. « Je peux rester une minute ?» Harper hocha la tête. La phrase, petite et précise, était devenue un talisman pour eux deux. Elle avait survécu aux rumeurs et aux malentendus. Elle avait gardé son sens d'origine, la permission d'être présent, sans condition. Adrien prit une inspiration. Il fit une proposition simple, sans public, sans lumière, pas une demande spectaculaire, mais un désir de vie partagé, formulé comme une promesse de présence. Il proposa à Harper de continuer de construire à ses côtés, non pas comme un chef, mais comme un partenaire. Il ne parla pas d'un titre ni de contrat, il parla de manger ensemble, de se soutenir dans les jours gris, d'emmener Olive en promenade quand elle demanderait un toboggan pour la branche manquante, et, si Harper l'acceptait, d'apprendre patiemment à être une famille. Les mots se déposèrent comme de petites pierres placées pour baliser un chemin. Harper sentit la solidité et en même temps l'absence d'exigence. Elle réfléchit sans précipitation. Elle se rappelait des blessures, des peurs, mais aussi des preuves tangibles de constance. Elle se souvint surtout d'une scène, la première tasse de café posée devant elle, la main d'Adrien glissant la chaise sans faire de bruit, Olive collant son soleil sur le tabouret. « Je peux rester une minute de plus ?» murmura-t-elle, reprenant la formule dans un renversement qui tenait à la fois d'une plaisanterie et d'un engagement. Adrien sourit, et dans ce sourire se lisait la réponse.
Il prit sa main, non pour la retenir, mais pour la tenir. C'était une présence qui respectait la liberté. Harper se laissa aller, non pas submergée, mais choisissante. Elle accepta de partager la vie, pas de se réduire pour faire plaisir. Plus tard, lorsqu'ils eurent, avec Olive et Buster, fini un après-midi à peindre des petits panneaux pour le prochain projet artistique, on parla d'un mural supplémentaire pour une salle d'attente d'un centre pour adolescents. Ils travaillaient à une image, un arbre à branches manquantes, ses creux transformés en balançoires, en refuge pour de petits êtres imaginaires. Les jeunes participants écrivaient des mots sur des feuilles de papier et les accrochèrent comme des messages secrets. Les soignants racontaient que ces installations facilitaient des conversations difficiles. L'épilogue de leur histoire ne vint pas sous la forme d'un grand événement, mais d'une accumulation douce. Un soir d'été, bien après la pluie et les tempêtes de commentaires, Harper, Olive et Adrien se retrouvèrent dans le petit jardin derrière le café. Le mural principal, celui qui avait été installé dans le service pédiatrique, était visible au loin, sur le mur d'un bâtiment voisin, ses couleurs réchauffant la façade grise. Des enfants jouaient, des parents se reposaient, et un infirmier apporta un carnet où des familles avaient laissé des remerciements écrits en tremblant. Harper posa sa main sur la page, tourna les feuilles et lut quelques mots. « Merci d'avoir fait une place pour le rire. Ce mur a permis à mon fils de parler sans peur. On peut, ici, respirer autrement. » Ce n'était pas la reconnaissance d'un seul héros, c'était un cœur. Elle sentit la dignité retrouver un espace sûr. Olive, fidèle à elle-même, courut vers la branche manquante peinte sur le mur et y accrocha un petit soleil en papier, obstiné à embellir le monde à sa manière. Adrien s'agenouilla pour mieux être à la hauteur de l'enfant et Harper le regarda faire, voyant dans ce geste la somme des petites choses qui avaient dessiné leur route. La minute qui avait commencé la rencontre n'avait pas été une minute unique. Elle avait été un premier pas, puis d'autres et encore d'autres. Elle avait appris à devenir temps partagé, patience donnée, constance. Ce n'était pas une fin spectaculaire, mais une promesse tenue jour après jour. Si ce récit vous a ému, laissez un like et abonnez-vous pour soutenir de nouvelles histoires délicates.